Elle parle à voix basse. Je n'ai jamais aimé personne, j'écris seulement sur l'amour. Elle laisse son carnet ouvert pendant l'entretien et va aux toilettes. Le millionnaire regarde et sa main commence à trembler. L'écriture était identique à celle des lettres de la femme qu'il avait perdue. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il existe des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil levant de Saint-Malo peignait le ciel de teintes orangées et dorées, tandis que Sophie Lefebvre observait par la fenêtre de son appartement loué à l'Auberge des Pins. À 29 ans, elle avait construit une carrière respectable en tant qu'éditrice dans la plus grande maison d'édition de Paris. Mais quelque chose manquait toujours. Entre les manuscrits révisés et les délais serrés, Sophie avait oublié ce que c'était que de ressentir. Vraiment. Dernier jour pour confirmer votre participation à la retraite littéraire âme bretonne. Le message clignotait sur son téléphone. Après des mois à reporter sa décision, Sophie avait finalement répondu par un simple « confirmé ». Le centre culturel Domaine Sainte-Marguerite, une ancienne propriété viticole restaurée dans les montagnes des Monts d'Arrée, serait son foyer pour les 21 prochains jours. Un lieu où écrivains, éditeurs et artistes se réunissaient chaque année pour renouer avec leur créativité, loin des distractions urbaines. Pour Sophie, cela représentait une évasion nécessaire de la vie qu'elle avait méticuleusement construite, mais qui ressemblait maintenant à une cage dorée. Sa collègue de travail, Camille, avait insisté pendant des mois. « Tu dois renouer avec l'écriture, So. Tu te souviens quand tes yeux brillaient en parlant de tes nouvelles? Maintenant, tu ne parles que de tableurs et de contrats. » Les paroles de Camille résonnaient dans son esprit tandis qu'elle faisait ses valises. Durant le trajet en voiture sur la route sinueuse qui menait au domaine, Sophie contemplait le vert luxuriant de la forêt bretonne. Il y avait quelque chose dans ce paysage qui éveillait des souvenirs endormis, de l'époque où elle rêvait d'être écrivaine et non pas simplement quelqu'un qui corrigeait les rêves des autres. Le centre culturel Domaine Sainte-Marguerite était encore plus impressionnant que les photographies ne le suggéraient. La grande maison de maître, peinte d'un ocre jaune avec des détails bleu marine, s'élevait imposante au centre de la propriété. Autour, d'anciennes dépendances avaient été converties en suites confortables et en espaces de travail, dans un travail méticuleux de préservation historique qui respectait la mémoire du lieu tout en créant un environnement accueillant. « Bienvenue à l'âme bretonne, Sophie ». La voix chaleureuse appartenait à Madame Beaumont, une dame aux cheveux gris et au large sourire, connue pour organiser la retraite depuis plus d'une décennie. « Votre chalet est le cerisier, en suivant ce sentier de pierre. Le dîner de bienvenue sera à 19h sur la terrasse principale. » Le chalet était simple mais charmant. Un lit double avec un couvre-lit patchwork artisanal, un bureau en bois de récupération stratégiquement positionné devant une fenêtre avec vue sur la vallée et une petite étagère avec des classiques de la littérature française. Sur la table, un carnet artisanal avec l'inscription « Pour que vos mots trouvent leur liberté ». Sophie passa ses doigts sur la couverture du carnet, sentant la texture du papier recyclé. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait écrit quelque chose pour elle-même? 5 ans, 6. Depuis qu'elle avait assumé le poste d'éditrice en chef, sa propre écriture avait été reléguée à un rêve lointain, un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir au milieu des exigences professionnelles. Le dîner de bienvenue réunit les 20 participants de la retraite. Entre professeurs d'université, écrivains en panne d'inspiration et aspirants romanciers, Sophie se sentait décalée. Elle n'était pas exactement une écrivaine, plus maintenant, mais elle ne s'intégrait pas non plus parmi les universitaires. Première fois à la retraite, la voix grave et mélodieuse la surprit. À ses côtés, un homme d'environ 35 ans se servait du vin. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, bien que Sophie fût certaine de ne jamais l'avoir vu auparavant. « C'est si évident ?» Elle sourit, essayant de masquer son inconfort. « Seulement pour quelqu'un qui est déjà passé par là. Je suis Thomas Mercier. Je me suis aussi senti comme un poisson hors de l'eau la première fois. » Thomas. Le nom n'évoquait aucun souvenir, mais ses yeux marron-vert avaient quelque chose qui l'intriguait. Il s'habillait simplement. Pantalon en lin, chemise blanche aux manches retroussées,
Mais il y avait un air de sophistication dans ses gestes, dans sa façon de tenir son verre, comme s'il habitait naturellement des espaces privilégiés. Sophie Lefebvre. Je suis éditrice à Paris. Ah, alors vous êtes la fameuse Sophie des éditions Nouvel Horizon? Vos auteurs disent beaucoup de bien de vous. Sophie sentit son visage rougir. Elle n'était pas habituée à être reconnue. Je ne savais pas que j'étais célèbre. Et vous? Que faites-vous à part fréquenter des retraites littéraires? Thomas hésita un moment. Disons que j'investis dans les rêves. Certains m'appelleraient entrepreneur, mais je préfère penser que je suis un facilitateur d'idées. La réponse vague éveilla la curiosité de Sophie, mais avant qu'elle ne puisse en demander davantage, Madame Beaumont attira l'attention de tous pour présenter le programme de la retraite. L'âme bretonne n'est pas seulement un lieu pour écrire, expliqua la dame d'une voix ferme, mais un espace pour redécouvrir votre voix intérieure. Au-delà des ateliers et des moments d'écriture libre, vous êtes invité à explorer le domaine, à vous connecter avec la nature et surtout, à vous connecter avec vous-même. Le programme était intense mais flexible. Atelier le matin, déjeuner communautaire, après-midi libre pour la création et l'exploration, et dîner thématique suivi de soirées littéraires ou de discussions. Le premier exercice aurait lieu dès le lendemain matin. Une promenade silencieuse dans la forêt, suivie d'une séance d'écriture libre sur les souvenirs d'enfance. Après le dîner, alors que la plupart des participants restaient sur la terrasse à discuter, Sophie décida de retourner à son chalet. La journée avait été longue et l'idée d'affronter plus d'interactions sociales l'épuisait. En chemin, elle contempla le ciel étoilé de Saint-Malo si différent du ciel parisien. Combien de fois s'était-elle promis de trouver du temps pour son propre art? Combien de fois avait-elle reporté ses rêves au nom de la stabilité, de la carrière, de la reconnaissance professionnelle? En arrivant au chalet, elle ouvrit le nouveau carnet et, pour la première fois depuis des années, se permit d'écrire sans jugement. Les mots coulèrent, hésitants au début, puis avec une urgence croissante. J'ai passé tant de temps à façonner les mots des autres que j'ai oublié le son de ma propre voix. Que se passe-t-il quand une éditrice ne peut plus éditer sa propre vie? Quand les chapitres se succèdent, sans qu'on se rende compte qu'on est devenu simplement un personnage secondaire dans sa propre histoire. Elle écrivit jusqu'à ce que ses yeux s'alourdissent. Quand elle s'endormit enfin, elle rêva d'une maison de campagne très semblable à celle-ci, mais à une autre époque. Dans le rêve, elle était une adolescente courant dans les jardins, riant avec quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir clairement. La première semaine de la retraite passa dans un tourbillon d'activités. Sophie fut surprise de participer activement aux ateliers, partageant ses textes encore hésitants lors des soirées littéraires, se permettant d'être vulnérable d'une manière qu'elle avait oublié être possible. Thomas Mercier restait une présence constante, bien que distante. Il participait à peu d'activités collectives, mais Sophie le rencontrait fréquemment dans la bibliothèque du domaine, absorbée dans des recherches ou des notes. Certains matins, elle l'apercevait marchant seule dans les jardins, comme s'il cherchait quelque chose. C'est dans l'après-midi du 8e jour que tout changea. Pendant un orage tropical qui maintenait tout le monde confiné à la maison principale, Sophie explorait le grenier transformé en salle de lecture. Entre les étagères poussiéreuses et les vieux coffres, elle trouva une boîte en bois sculptée avec les initiales SL, ses propres initiales. Intriguée, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, elle trouva un carnet usé avec une écriture qu'elle reconnut immédiatement comme la sienne. Un journal d'adolescence dont elle ne se souvenait pas l'avoir laissé là. Comment était-ce possible? Les premières pages contenaient des réflexions typiques d'une fille de 17 ans. Frustration envers ses parents, rêve de devenir écrivaine, premières expériences avec le rejet. Mais c'est en arrivant au milieu du carnet que son cœur s'accéléra. Là, dans une écriture plus soignée, il y avait une lettre d'amour jamais envoyée. Pour T. Peut-être ne liras-tu jamais ces mots. Peut-être est-ce mieux ainsi. Comment expliquer qu'une fille ordinaire comme moi soit tombée amoureuse du fils de l'homme le plus riche de la ville? Que, pendant cet été, chaque fois que tu me souriais dans la bibliothèque du domaine, j'imaginais toute une vie à tes côtés. Nos mondes sont trop différents, et demain tu retournes à Paris tandis que je reste ici, avec ces mots non dits et un cœur qui n'a pas encore appris à oublier. Toujours tienne, S. Sophie s'assit sur le sol poussiéreux, tremblante. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir écrit cette lettre. Elle ne se rappelait aucun thé qui aurait marqué son adolescence de cette façon. Pourtant, l'écriture était incontestablement la sienne,
et quelque chose dans ces mots éveillait une émotion profonde, comme un écho lointain d'un sentiment depuis longtemps oublié. Un coup de tonnerre particulièrement fort la fit sursauter. En levant les yeux, elle vit Thomas debout à l'entrée du grenier, l'observant avec une expression indescriptible. Pendant un instant, tandis que leurs regards se croisaient, Sophie ressentit une étrange reconnaissance, comme si, d'une manière ou d'une autre, cette lettre et cet homme étaient connectés par des fils invisibles du destin. « Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. » La voix de Thomas brisa le silence tendu qui s'était installé entre eux. « Je cherchais un livre sur l'histoire locale quand j'ai entendu quelqu'un ici. » Sophie ferma le carnet d'un mouvement brusque, comme une adolescente surprise en train de lire son journal intime. « J'explorais juste, » répondit-elle, essayant de paraître décontractée tout en se levant et en rangeant le carnet dans la boîte. Thomas s'approcha, ses yeux fixés sur la boîte en bois. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» Il y avait quelque chose dans sa façon de poser la question qui semblait étrangement spécifique, comme s'il connaissait déjà la réponse. Sophie hésita, partagée entre partager sa découverte déconcertante et protéger ce fragment intime d'un passé dont elle ne parvenait pas à se souvenir complètement. « Juste quelques vieux souvenirs, » répondit-elle vaguement. « Vous connaissez bien le domaine ?» Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Thomas. « Plus que vous ne l'imaginez. Ma grand-mère, Madame Dubois, était très amie avec la famille qui possédait cette propriété avant qu'elle ne devienne un centre culturel. » Il fit une pause, observant attentivement la réaction de Sophie. Les Lefebvre étaient très respectés dans la région. Lefebvre, son nom de famille. La coïncidence était trop troublante pour être ignorée. « Vous suggérez que ma famille était propriétaire de cet endroit ? Vous n'en étiez pas certaine ? Je pensais que c'était la raison de votre venue à la retraite. » Sophie sentit sa tête tourner. Ses parents n'avaient jamais mentionné de lien avec Saint-Malo ou avec un domaine viticole. Élevée à Paris, ses racines familiales étaient un sujet rarement discuté à la maison, surtout après le décès prématuré de sa mère quand elle n'avait que 18 ans. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, » dit-elle, essayant d'organiser ses pensées. Thomas fit un pas en avant, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité troublante. « Sophie Lefebvre, fille de Céline et Pierre Lefebvre, née le 15 juillet, c'est bien ça? Vous habitiez Paris mais passiez les étés ici avec votre grand-mère maternelle jusqu'à vos 17 ans. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Comment connaissait-il tant de détails sur elle? Comment vous... Nous nous connaissons, Sophie, depuis longtemps. L'orage dehors s'intensifia, comme s'il accompagnait la turbulence émotionnelle à l'intérieur du grenier. Des éclairs illuminaient la pièce à travers les petites fenêtres, projetant des ombres dramatiques sur le visage de Thomas. « Vous êtes le T de la lettre », murmura Sophie, la réalisation la frappant comme la foudre. Des fragments de souvenirs commencèrent à émerger. Des après-midi dans la bibliothèque du domaine, un jeune homme plus âgé qui l'aidait avec des lectures de classiques, des rires partagés au bord du ruisseau qui traversait la propriété. Thomas hocha lentement la tête. Thomas Mercier, fils de François Mercier qui à l'époque commençait à construire son empire dans le secteur technologique. Il s'approcha de la fenêtre, observant la pluie fouettant les arbres centenaires du jardin. « Vous ne vous souveniez vraiment pas de moi ?»« Sophie hésita, confuse. « J'ai des flashs, des sensations, mais c'est comme si des parties entières de mon adolescence étaient floues. » Elle toucha sa tempe, frustrée. « Après le départ de ma mère, j'ai cessé de venir à Saint-Malo. Je me suis plongé dans les études, dans la construction de ma carrière. Je crois que j'ai enterré beaucoup de souvenirs avec elle. » Un silence compréhensif plana entre eux. Thomas se tourna finalement, son visage adouci par la compréhension. « Je me souviens de la nouvelle concernant Céline. Ce fut un coup terrible pour tous ceux qui la connaissaient. » Il hésita avant de continuer. « Vous avez simplement disparu après ça. J'ai essayé de vous contacter, mais vos lettres revenaient sans réponse. Finalement, j'ai compris que je devais respecter votre deuil. » Sophie sentit un nœud dans sa gorge. Les années après le départ de sa mère étaient un flou de douleur et de détermination obstinée à aller de l'avant, à construire une vie qui rendrait Céline fière. Mon père a vendu tout ce qui était lié à Saint-Malo peu après. Il disait que les souvenirs étaient trop douloureux. Elle fit une pause, absorbant l'impact de cette révélation. Je n'ai jamais imaginé que le domaine de ma grand-mère était devenu cet endroit. Madame Beaumont a acheté la propriété il y a 15 ans, quand elle était abandonnée et délabrée. Elle l'a transformée en ce centre culturel pour honorer la mémoire de son mari,
qui était écrivain. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène ici après tant d'années? Thomas sourit, un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. Le destin, peut-être, ou simple coïncidence, je développe un projet de préservation culturelle à travers la France. Le domaine Sainte-Marguerite est l'un des lieux que j'envisage pour investissement. Le fameux entrepreneur Thomas Mercier. Sophie parla avec une pointe d'ironie. Ça a dû être un choc de me voir ici. J'ai reconnu votre nom sur la liste des participants il y a quelques semaines. Je confesse que j'étais curieux. Je ne savais pas si vous vous souviendriez de moi, de nos étés. Nos étés. La phrase éveilla d'autres fragments de mémoire. Pieds nus courant dans l'herbe humide de la rosée du matin, le goût sucré des cerises cueillies directement de l'arbre, l'émotion secrète d'entendre Thomas lire des poèmes de Victor Hugo avec sa voix déjà grave et envoûtante. Que nous est-il arrivé, Thomas? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Il s'approcha, s'arrêtant à seulement un pas de distance. La vie, Sophie. Vous aviez 17 ans, j'en avais 23. Nous étions dans des mondes différents, avec des attentes différentes. Et puis, sa voix faiblit. Et puis, votre mère est partie. Vous avez disparu et je me suis marié avec celle que ma famille s'attendait à ce que j'épouse. Vous vous êtes marié. Ce n'était pas une question, mais une constatation qui, étonnamment, apporta une pointe de déception. Je me suis marié. J'ai divorcé 5 ans plus tard. Isabelle était compliquée. Le mariage était plus une fusion d'entreprises qu'une union d'âme. Il parlait sans amertume, seulement avec la résignation de quelqu'un qui a accepté les conséquences de ses choix. La pluie commençait à diminuer dehors, tout comme la tension entre eux. Le passé, autrefois nébuleux, prenait maintenant des contours plus définis dans l'esprit de Sophie. « Et maintenant nous sommes ici », dit-elle, presque pour elle-même. Deux personnes différentes de ce que nous étions. Différents, oui, mais nous sommes toujours nous-mêmes, au fond. Thomas hésita, comme s'il pesait ses prochains mots. « Vous écrivez toujours? En dehors du travail d'éditrice, je veux dire. » La question toucha un point sensible. « Non. Il n'y a pas de temps, entre les délais et les réunions du comité éditorial. C'est dommage, vous aviez un don rare. Je me souviens des nouvelles que vous me montriez, des histoires pleines de sensibilité et d'observations qui semblèrent venir de quelqu'un de beaucoup plus âgé. » Sophie sentit son visage se réchauffer avec le compliment inattendu. « Les gens changent, Thomas. Ils grandissent, suivent des chemins différents. Oui, mais certaines choses demeurent. » Il pointa le carnet qu'elle tenait encore. Comme cette lettre. Un silence chargé de possibilités non réalisées plana entre eux. Sophie se retrouva à un carrefour émotionnel qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer lors de cette retraite. Elle était venue pour renouer avec son écriture, pas avec un passé oublié ou avec des sentiments assoupis pour un homme qu'elle reconnaissait à peine. « Nous devrions descendre », suggéra-t-elle finalement. « Les autres doivent se demander où nous sommes. » Thomas s'acquiesça mais ne bougea pas. « Avant, j'aimerais vous faire une invitation. Demain, je vais visiter l'ancien belvédère du domaine, ce point culminant d'où l'on voit toute la baie de Saint-Malo. Ce serait significatif si vous m'accompagniez. » Le belvédère. Un autre flash de mémoire, couché de soleil orangé, le parfum des jasmins sauvages, des promesses chuchotées que le temps avait effacées. « J'y réfléchirai, » répondit-elle, incapable de s'engager dans ce moment de vulnérabilité. Ils descendirent les escaliers du grenier en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Dans la salle principale de la maison, les autres participants de la retraite étaient réunis autour de la cheminée, échangeant histoire et expérience. « Où étiez-vous » demanda Madame Beaumont avec un sourire suggestif. Nous commencions à nous inquiéter. « Explorant le passé » répondit Thomas avec un regard significatif vers Sophie, et découvrant que parfois il est plus proche que nous ne l'imaginons. Cette nuit-là, Sophie ne parvint pas à dormir. Assise sur la terrasse de son chalet, elle relut plusieurs fois la lettre trouvée dans le grenier, essayant de se reconnecter avec la jeune fille qui l'avait écrite. Comment avait-elle pu oublier quelque chose d'aussi significatif? Comment avait-elle pu enterrer ses sentiments si profondément? Elle ouvrit son ordinateur portable, et pour la première fois depuis des années, non pas pour éditer le travail des autres, mais pour donner voix à ses propres mots. Ses doigts volèrent sur le clavier, déversant des émotions contenues depuis si longtemps. Il y a des lieux en nous qui restent intouchés par le temps, préservés comme des insectes dans l'ambre. Les retrouver, c'est comme ouvrir une porte vers une pièce longtemps fermée, où la poussière danse dans l'air, et où les objets familiers semblent appartenir à une autre vie, un autre être. Qui étions-nous?
Qui aurions-nous pu être? Et plus important encore, qui pouvons-nous encore devenir? Elle écrivit jusqu'à l'aube, extériorisant confusion, nostalgie et une curiosité croissante à propos de l'homme que Thomas Mercier était devenu. Quand les premiers rayons du soleil commencèrent à illuminer la vallée, elle prit sa décision. Elle irait au Belvédère. Non pas à cause du passé, mais pour découvrir s'il y avait quelque chose dans le présent qui valait la peine d'être exploré. Le chemin vers le Belvédère était plus escarpé que Sophie ne s'en souvenait. Entre les bambous et les arbres natifs de la forêt bretonne, un sentier étroit serpentait à travers la montagne, marqué par des pierres disposées comme des marches naturelles. Thomas marchait quelques pas devant, tendant occasionnellement la main pour l'aider dans les passages les plus difficiles. « C'est plus sauvage qu'à mon époque », commenta Sophie, tout en évitant une branche basse. Thomas sourit, le soleil du matin filtrant à travers les feuilles et créant des motifs dorés sur son visage. Les Lefebvre maintenaient toujours le sentier impeccable. Votre grand-mère disait que le Belvédère était l'âme du domaine. Mamie Élise, murmura Sophie, le nom surgissant spontanément. Elle m'emmenait là-haut les dimanches matins. Elle disait que c'était là où nous pouvions toucher le ciel du bout des doigts. C'était étrange comme certains souvenirs revenaient maintenant, nets et vivants, tandis que d'autres restaient obscurcis par le brouillard du temps et de l'oubli volontaire. Sophie ne comprenait toujours pas complètement comment elle avait pu bloquer tant d'années de sa vie à Saint-Malo, mais chaque pas sur ce sentier semblait reconnecter des fils rompus de son passé. « Votre grand-mère était une femme extraordinaire », commenta Thomas. « Quand ma grand-mère Dubois est devenue veuve, c'est Madame Élise qui l'a soutenue. Elles formaient un duo formidable, deux femmes indépendantes à une époque où ce n'était pas courant. » Sophie absorba cette information avec curiosité. C'est étrange de penser que nos grands-mères étaient des amis proches, et nous... Qu'étions-nous exactement, Thomas? Il s'arrêta de marcher, se tournant pour la regarder. Ses yeux verts, maintenant pleinement visibles sous la lumière naturelle, contenaient une profondeur qui la déconcertait. Nous étions amis, Sophie. Du moins, c'est ainsi que ça a commencé. Moi, le jeune universitaire qui s'ennuyait durant les étés à Saint-Malo. Vous, l'adolescente intelligente et rêveuse qui passait des heures à la bibliothèque. Il hésita. Ensuite, durant les 2 derniers étés avant que vous ne cessiez de venir, c'est devenu quelque chose de plus. Quelque chose que nous n'avons jamais défini. Un colibri traversa le chemin entre eux, son vol frénétique créant une brève distraction. Sophie profita du moment pour organiser ses pensées. J'en ai des flashs, de nous lisant ensemble, parlant de livres, de vous me prêtant des œuvres que mon père n'aurait jamais approuvées. Elle sourit à ce souvenir. Mais je n'arrive pas à retrouver les sentiments. C'est comme regarder un film muet sur quelqu'un d'autre. Thomas acquiesça, compréhensif. Le deuil nous fait ça. Il bloque ce que nous ne pouvons pas traiter. Il tendit à nouveau la main. On y va? Nous sommes presque arrivés. Le Belvédère apparaissait comme une surprise au sommet de la colline. Une structure circulaire en pierre, semblable à un petit amphithéâtre grec avec des bancs sculptés qui suivaient le contour de la montagne. De là, toute la baie de Saint-Malo se révélait en un spectacle de bleu et de vert, avec le centre historique au loin, ses tours blanches resplendissant au soleil. « C'est toujours aussi éblouissant », murmura Sophie, la brise marine caressant son visage et apportant l'arôme salé de l'océan mêlé au parfum des fleurs sauvages. « Certaines beautés sont éternelles », répondit Thomas, son regard fixé non pas sur le paysage mais sur elle. Ils s'assirent côte à côte sur l'un des bancs de pierre, le silence entre eux rempli par les sons de la forêt environnante. Sophie ressentait une étrange familiarité avec cet endroit, comme si chaque pierre, chaque angle de la vue gardait des fragments de conversation passées. « Pourquoi n'avez-vous jamais répondu à mes lettres ?» La question de Thomas vint doucement, sans accusation, juste une curiosité sincère. Sophie fronça les sourcils. « Quelle lettre? Je n'ai jamais rien reçu de vous après. » Elle hésita, incapable de nommer directement le départ de sa mère. Thomas l'observa intensément. « Je vous ai écrit pendant des mois. D'abord à l'adresse du domaine, puis j'ai obtenu votre adresse à Paris avec l'aide de ma grand-mère. Toutes revenaient sans réponse. » Un soupçon inconfortable commença à se former dans l'esprit de Sophie. Mon père contrôlait rigoureusement tout après ce qui est arrivé à ma mère. Correspondance, appel téléphonique, visite. Il était déterminé à me protéger des influences négatives, comme il disait. Et j'étais une influence négative. La question était chargée d'une vieille blessure, enfin exprimée. Pour lui, oui, Pierre Lefebvre n'a jamais approuvé notre amitié.
Il pensait que vous me distrayiez de mes études, que vous mettiez des idées progressistes dans ma tête. Sophie laissa échapper un rire amer. L'ironie, c'est que c'est précisément la littérature que vous m'avez présentée qui m'a sauvé durant ces années difficiles. Thomas absorba cette information en silence. La brise agitait ses cheveux foncés, révélant quelques fils argentés aux tempes, qui, d'une certaine manière, ne faisaient qu'accentuer son élégance naturelle. Votre père a vendu le domaine à un conglomérat international peu après l'événement. Il est resté abandonné pendant des années, jusqu'à ce que Madame Beaumont l'achète et le restaure. Il fit une pause. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour vous y reviendriez. Moi non plus. Sophie observa un faucon planer au-dessus de la vallée en contrebas. C'est comme si le destin avait orchestré ces retrouvailles. Croyez-vous au destin, Sophie? La question plana entre eux, chargée d'implications. Sophie réfléchit avant de répondre, ses yeux parcourant la ligne d'horizon où le ciel rencontrait la mer. Je crois qu'il existe des schémas, des connexions que nous ne pouvons pas expliquer rationnellement. Comme le fait que j'ai choisi cette retraite spécifique après des années à refuser des invitations similaires. Comme trouver ce carnet dans le grenier précisément quand vous êtes ici. Elle le regarda. C'est trop de coïncidences pour les ignorer. Thomas sourit, un sourire qui illumina tout son visage. La Sophie que j'ai connue était bien plus sceptique. La vie a une façon d'adoucir nos certitudes, répondit-elle, surprise par sa propre vulnérabilité. Après tant d'années à aider d'autres auteurs à raconter leurs histoires, j'ai réalisé que les meilleures narrations sont celles qui laissent place au mystère, à l'inexplicable. Et notre histoire, Sophie? Quel genre de récit serait-ce? La question fit accélérer son cœur. C'était étrange comment, malgré les années de séparation, il y avait une intimité latente entre eux, comme s'ils avaient repris une conversation interrompue la veille. Je ne sais pas. Peut-être une de celles où les protagonistes se perdent et se retrouvent. Elle hésita. Ou peut-être simplement un chapitre clos que nous revisitions par nostalgie. Thomas tendit la main, ses doigts effleurant légèrement les siens sur le banc de pierre. Le contact, bien que bref, envoya un courant électrique dans le bras de Sophie. Et si nous pouvions réécrire ce chapitre? Ou mieux, en écrire un nouveau? Avant que Sophie ne puisse répondre, un bruit de pas sur le sentier annonça l'arrivée d'autres personnes. Le moment d'intimité fut brisé quand 3 participants de la retraite émergèrent de la forêt, appareil photo en main, s'exclamant sur la vue. Pendant le reste de la matinée, le belvédère resta occupé par de petits groupes qui montaient pour apprécier le paysage. Sophie et Thomas finirent par se joindre à une discussion sur la littérature régionale, le moment de vulnérabilité partagé temporairement suspendu, mais pas oublié. Ce fut seulement en fin d'après-midi, pendant le dîner, qu'ils purent à nouveau converser. Assis sur la terrasse de la maison principale, ils observèrent le ciel se teinter d'orange et de rose, tandis que le soleil se couchait sur les montagnes. Alors, le grand entrepreneur Thomas Mercier est vraiment intéressé à investir dans un centre culturel à Saint-Malo, demanda Sophie, essayant de maintenir un ton léger. Thomas fit tourner son verre de vin entre ses doigts, pensif. La Fondation Mercier investit dans des projets de préservation culturelle à travers la France. Cet endroit, il fit un geste large. Cet endroit a une signification spéciale pour moi, pour des raisons évidentes. Et pour votre fondation, quel est le retour attendu? Parce que, d'après ce que je sais, les centres culturels sont rarement rentables. Il sourit à la provocation. Tout ne se mesure pas en profit financier, Sophie. Certains investissements ont des retours plus précieux. Comme voir de jeunes écrivains trouver leur voie. Comme préserver l'histoire et la culture de lieux qui, autrement, seraient engloutis par des resorts de luxe ou des résidences fermées. Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens. Comme redécouvrir des parties de nous-mêmes que nous pensions avoir perdues. La sincérité dans sa voix la désarma. Ce Thomas était différent du jeune idéaliste dont elle se souvenait vaguement, mais aussi distincte de l'image de l'entrepreneur impitoyable que dépeignaient les magazines d'affaires. « Vous avez changé, observa Sophie. Nous avons tous changé. La question est, avons-nous changé pour le mieux? La question plana entre eux comme une bulle de savon, fragile et iridescente. Sophie n'était pas certaine de la réponse, du moins pas pour elle-même. Elle avait construit une carrière respectable, mais à quel prix? Combien de rêves personnels avait-elle abandonnés en chemin? J'essaie de le découvrir, répondit-elle finalement. C'est en partie pourquoi je suis venue à cette retraite. Thomas acquiesça compréhensif. Et ça fonctionne? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?
J'ai trouvé bien plus que ce que j'espérais, admit Sophie, consciente du double sens de ses paroles. Le dîner fut interrompu par Madame Beaumont, qui annonça une surprise pour les participants de la retraite. Dans la salle principale de la maison, un projecteur avait été installé pour montrer des photographies historiques du domaine Sainte-Marguerite, partie d'une collection récemment numérisée. Nous avons pensé que ce serait inspirant pour vous de voir la riche histoire de ce lieu, expliqua la dame, tandis que les lumières s'éteignaient et que les premières images apparaissaient sur le mur blanc. Sophie sentit un serrement au cœur en reconnaissant sa grand-mère Élise, sur plusieurs photographies, toujours élégante avec ses robes de coton et chapeau de paille. Sur l'une des images, elle apparaissait aux côtés d'une autre dame, que Sophie présuma être Dubois, la grand-mère de Thomas, toutes deux souriant à l'appareil devant un cerisier chargé de fruits. Mais ce fut l'avant-dernière photographie qui fit sauter son cœur d'un battement. Là, assise sur le même belvédère qu'ils avaient visité ce matin, se trouvait une version adolescente d'elle-même et un jeune Thomas. Sur l'image, elle riait de quelque chose qu'il disait, ses yeux brillants d'une joie insouciante que Sophie reconnaissait à peine en elle-même. « Cette photo », murmura-t-elle, incapable de terminer sa phrase. Thomas, assis à ses côtés, se pencha légèrement. « C'était pour votre 17e anniversaire. Vous vous souvenez ? J'avais apporté un gâteau au chocolat jusqu'au belvédère. Vous aviez dit que c'était le meilleur cadeau qu'on vous ait jamais fait. » Le souvenir vint comme un flash. Le goût sucré du chocolat, le ciel étoilé au-dessus d'eux, la sensation vertigineuse quand Thomas, hésitant, avait touché son visage et demandé s'il pouvait l'embrasser. Son premier baiser. Comment avait-elle pu oublier quelque chose d'aussi significatif? La présentation se termina, les lumières furent rallumées, et les participants de la retraite commencèrent à se disperser, commentant les photographies. Sophie resta immobile, luttant contre la vague d'émotions qui menaçait de déborder. « Vous allez bien ?» demanda Thomas, sa voix basse et préoccupée. « J'ai besoin d'air » répondit Sophie, se levant brusquement et se dirigeant vers la porte de la terrasse. La nuit était claire, le ciel ponctué par des milliers d'étoiles qui semblaient assez proches pour être touchées. Sophie respira profondément, essayant de calmer le tourbillon de sentiments et de souvenirs qui émergeaient maintenant sans contrôle. Elle sentit plus qu'elle n'entendit Thomas s'approcher, s'arrêtant respectueusement à quelques pas de distance. « Excusez-moi » dit-il. « Je ne savais pas que Madame Beaumont inclurait ses photos personnelles. Ça a dû être un choc. Ce n'est pas votre faute. » Sophie se tourna pour lui faire face. « C'est juste que tout revient d'un coup, des choses que j'ai bloquées pendant des années. Et je ne sais pas comment gérer ça. » Thomas acquiesça, compréhensif. « Ça prend du temps, Sophie. Vous n'avez pas besoin de tout traiter d'un coup. Le problème est que je ne suis pas sûr de vouloir traiter, et si je préférais la personne que j'étais avant de me souvenir. Et si ces souvenirs ne faisaient que compliquer davantage ma vie, ou peut-être qu'ils complètent quelque chose qui manquait. » Thomas fit un pas prudent vers elle. « Vous avez dit que vous étiez venu à cette retraite parce que vous ressentiez un vide, n'est-ce pas? Et si une partie de ce vide était justement ces parts de vous que vous aviez laissées derrière ?» Les mots de Thomas touchèrent une vérité que Sophie n'était pas prête à admettre. Il était plus facile de se cacher derrière l'éditrice compétente et rationnelle que de confronter la jeune fille passionnée et rêveuse qu'elle avait été autrefois. « J'ai peur, » admit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « De quoi? De ressentir, de m'impliquer, de risquer. » Elle déglutit. « De découvrir que j'ai gaspillé des années de ma vie à construire des murs au lieu de ponts. » Thomas ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tendit la main, l'offrant silencieusement. Après un moment d'hésitation, Sophie l'accepta, permettant à ses doigts de s'entrelacer avec les siens. Les jours suivants à la retraite prirent une nouvelle dimension pour Sophie. Les ateliers d'écriture, les promenades sur la propriété, les discussions littéraires, tout était maintenant imprégné d'une conscience croissante du passé qui ressurgissait et du présent qui se transformait. Thomas devint une présence constante, bien que discrète, respectant toujours son espace tout en semblant simultanément graviter vers elle. Par un après-midi particulièrement chaud, alors que les autres participants se reposaient après le déjeuner, Sophie se retrouva seule dans la bibliothèque de la maison principale. L'ambiance, avec ses étagères en bois massif et ses fauteuils en cuir usé, conservait la même atmosphère dont elle se souvenait fragmentairement de sa jeunesse. Elle passait les doigts sur les reliures des livres quand Thomas apparut à la porte. « Je pensais vous trouver ici, dit-il, portant une petite boîte en bois. »
J'ai quelque chose pour vous. Sophie l'observa traverser la pièce, remarquant comme il semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement, comme s'il faisait partie de l'histoire même du lieu. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, quand il déposa la boîte sur la table centrale. « Quelque chose que j'ai gardé longtemps, attendant l'occasion opportune pour le rendre. » Thomas ouvrit le couvercle, révélant un ensemble de lettres jaunies par le temps, toutes adressées à elle, toutes avec son adresse barrée et tamponnées avec destinataire inconnu. « Vos lettres » murmura Sophie, touchant le papier vieilli avec révérence. « Celles dont vous disiez qu'elles avaient été envoyées après que j'ai cessé de venir à Saint-Malo. Toutes me sont revenues. » Il hésita. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être les lire maintenant, comprendre ce qui s'est passé de mon côté de l'histoire. » Sophie prit la première lettre, datée de 2 semaines après le départ de sa mère. Elle sentit un nœud dans sa gorge en imaginant Thomas écrivant ces mots, alors qu'elle, à Paris, s'enfonçait dans une dépression silencieuse que son père insistait pour ignorer, répétant que les Lefebvre ne s'abandonnent pas au deuil, ils avancent. « Je ne sais pas si je suis prête, » admit-elle, remettant la lettre dans la boîte. Thomas acquiesça, compréhensif. « Il n'y a pas d'urgence. Elles attendent depuis plus d'1 décennie. Elles peuvent attendre encore un peu. » Il ferma doucement la boîte. « Je la laisserai dans votre chalet pour quand vous vous sentirez prête. » Le geste la toucha profondément. Il y avait une patience chez Thomas, une compréhension des complexités émotionnelles qui contrastait avec l'image publique de l'entrepreneur implacable qui avait bâti un empire à partir de rien. « Comment avez-vous réussi ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. « À construire tout ce que vous avez construit après. » « Après quoi ?» Thomas inclina la tête, curieux. « Après avoir perdu le domaine de votre famille, après le scandale avec votre père. J'ai lu à ce sujet quand j'ai recherché votre nom. » Sophie se mordit la lèvre, inquiète d'avoir touché un sujet délicat. Un sourire triste traversa le visage de Thomas. « Ah, ça, la grande chute des Merciers. » Il s'assit dans l'un des fauteuils, l'invitant d'un geste à faire de même. « Ce n'était pas aussi dramatique que la presse l'a dépeint. Mon père a fait des investissements risqués, perdu presque tout. Notre maison de vacances à Saint-Malo fut l'une des premières choses à être vendue. Je suis désolé, » offrit Sophie, s'asseyant dans le fauteuil face au sien. « Ne le soyez pas. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. » Notant sa surprise, il continua. « Tant que nous étions riches, j'étais juste un fils à papa destiné à gérer les affaires familiales. Quand nous avons tout perdu, j'ai découvert que je devais construire quelque chose par moi-même, de mes propres mains. Et vous avez construit un empire encore plus grand. » Thomas secoua la tête. « J'ai construit quelque chose de différent. La Fondation Mercier ne concerne pas seulement l'argent, Sophie. Il s'agit d'impact, de préservation culturelle, de redonner à la société. C'est pour cela que vous êtes revenu à Saint-Malo? Pour acheter le domaine et redonner à la société ?» Il y avait une note de défi dans sa voix. Il la regarda longuement avant de répondre. « En partie. Mais ce serait hypocrite de nier qu'il y a un élément personnel. Cet endroit, » il fit un geste englobant. « Cet endroit garde des souvenirs qui ont formé qui je suis. » Le silence qui suivit était chargé de significations non dites. Par la fenêtre ouverte, arrivaient les sons de la vie suivant son cours, oiseaux chantants, murmures distants du ruisseau, rire occasionnel d'un participant de la retraite. « Vous ne vous êtes jamais marié ?» La question de Thomas vint douce, presque désinvolte. Sophie sourit. « Non. J'ai eu des relations, bien sûr, mais aucune durable. Il y avait toujours quelque chose qui manquait, une connexion que je n'arrivais pas à établir. » Elle fit une pause, réfléchissant. « Peut-être parce qu'une partie de moi était encore coincée ici, sans que je le sache. Et maintenant que vous êtes à nouveau ici, maintenant je suis confuse, » admit-elle avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. « Entre la personne que j'ai été, la personne que je suis, et la personne que j'aurais pu être si j'avais fait des choix différents. » Thomas se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Ce ne sont pas des choix différents, Sophie. Ce sont des choix futurs. Le passé est déjà écrit, mais les prochains chapitres sont encore vierges. » Ces paroles résonnèrent en elle avec une intensité inattendue. En tant qu'éditrice, Sophie passait ses journées à aider les autres à façonner leurs récits, à trouver le flux parfait pour leurs histoires. Pourtant, d'une certaine manière, elle avait perdu le contrôle de sa propre narration. « J'aimerais lire vos lettres, » décida-t-elle soudainement. « Pas aujourd'hui, mais bientôt. Je crois que j'ai besoin de comprendre cette partie de l'histoire avant de pouvoir écrire ce qui vient ensuite. » Le sourire de Thomas
illumina tout son visage, atteignant ses yeux et adoucissant les lignes d'expression à leur coin. Je suis heureux de l'entendre. Ce soir-là, après le dîner collectif, eut lieu la traditionnelle soirée littéraire de la retraite où les participants étaient invités à partager leurs écrits. Assise parmi les autres écrivains dans le cercle de chaises sur la terrasse, Sophie sentait le carnet peser sur ses genoux, les pages pleines de mots qu'elle avait déversés ces dernières nuits. « Quelqu'un d'autre aimerait partager quelque chose avec nous ?» demanda Madame Beaumont, après qu'une jeune poète eut récité un sonnet sur la lune, reflété dans les eaux de la baie. Avant de perdre courage, Sophie leva la main. Un silence expectatif tomba sur le groupe quand elle se leva et marcha jusqu'au centre du cercle. Thomas, assis dans le coin opposé, l'observait avec une intensité qui faillit la faire hésiter. « C'est quelque chose que j'ai écrit hier soir », expliqua Sophie, la voix légèrement tremblante. « Ça s'appelle « Retrouvailles ». Et alors, avec la lune comme seul témoin au-delà de ses collègues écrivains, Sophie lut « Il y a en nous des lieux qui demeurent scellés, des chambres secrètes où nous gardons ce que nous n'avons pu supporter, ce que nous craignons de nommer. Jusqu'à ce qu'un jour, sans avertissement, une clé apparaît, une porte s'ouvre, et nous sommes inondés par tout ce que nous avons tenté d'oublier. Comment se reconnaître dans le miroir du passé? Comment embrasser le fantôme de ce que nous aurions pu être, sans trahir qui nous sommes devenus? Peut-être ne s'agit-il pas de choisir l'un ou l'autre, mais d'intégrer toutes les versions de nous-mêmes dans un récit qui fait enfin sens. Se retrouver est un acte de courage. C'est admettre que nous étions incomplets, que des parties essentielles sont restées en arrière. Mais c'est aussi une promesse que, désormais, nous porterons tout, les joies, les douleurs, les amours perdus, comme des chapitres d'une histoire encore en construction. Quand elle termina, le silence perdura quelques instants avant que des applaudissements n'éclatent. Sophie garda les yeux baissés, incapable de regarder Thomas, sachant que chaque mot avait été, consciemment ou inconsciemment, écrit pour lui, à propos de lui. Plus tard, alors que les participants se dispersaient vers leur chalet, Sophie resta sur la terrasse, observant le ciel étoilé. Elle sentit plus qu'elle n'entendit Thomas s'approcher, s'arrêtant à ses côtés près de la balustrade. « Ah, c'était magnifique, dit-il simplement. Merci. C'était vrai, à propos de porter toutes les parties de vous-même désormais ?» Sophie se tourna pour lui faire face. « J'essaie. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Les choses les plus importantes le sont généralement. » Il hésita, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. « Demain, je dois retourner à Paris pour quelques jours. Des affaires de la Fondation qui ne peuvent attendre. » Une pointe de déception la surprit. Elle s'était habituée à sa présence, à la façon dont leur conversation coulait naturellement, à la sensation de redécouvrir non seulement son passé, mais aussi des possibilités pour son avenir. « Quand revenez-vous » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse y réfléchir. Le sourire de Thomas fut doux, presque timide. « Avant la fin de la retraite, je promets. Il y a des choses que nous devons résoudre entre nous. » « Oui, il y en a. En attendant, continua-t-il, ce serait peut-être un bon moment pour lire les lettres. Comprendre ce qui s'est passé dans les mois après votre départ. » Sophie acquiesça, consciente que cette séparation temporaire pourrait être exactement ce dont elle avait besoin pour traiter tout ce qu'elle ressentait, pour distinguer entre la nostalgie du passé et les possibilités réelles pour le présent. « Bon voyage, dit-elle, tendant la main pour toucher brièvement son bras. « Et revenez vite. » Les yeux de Thomas brillèrent sous la lumière de la lune. « Je reviens toujours vers ce qui est important. » Dans les jours qui suivirent le départ de Thomas, Sophie plongea profondément dans le processus créatif que la retraite proposait. Elle participa à tous les ateliers, partagea davantage de ses écrits lors des soirées littéraires, se permit d'être vulnérable d'une façon qu'elle avait oublié être possible. Chaque mot qu'elle écrivait semblait la libérer un peu plus, reconstruisant des ponts avec la jeune fille qu'elle avait été, avec les rêves qu'elle avait abandonnés. La nuit, seule dans son chalet, elle lisait les lettres de Thomas, une à la fois, se permettant de ressentir pleinement l'impact de chaque révélation. À travers elle, elle suivit sa transformation, d'un jeune privilégié affrontant la ruine financière de sa famille à un homme déterminé à reconstruire non seulement sa fortune, mais aussi son but dans la vie. Dans la 5e lettre, elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter, le cœur accélérant. « Et si un jour vous lisez ces mots, Sophie, je veux que vous sachiez que ce baiser au belvédère, sous les étoiles de votre anniversaire, n'était pas seulement un moment de jeunesse.
C'était une promesse que le temps n'a pas tenue, mais que je porte encore avec moi. Je me suis promis que si le destin nous donnait une autre chance, je ne laisserais pas la peur ou les circonstances nous séparer à nouveau. Sophie pressa la lettre contre sa poitrine, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ces mots, écrits il y a plus d'une décennie, résonnaient avec une vérité qu'elle ne comprenait complètement que maintenant. Le vide qu'elle portait, l'incapacité à vraiment se connecter avec les autres, le refuge qu'elle avait trouvé dans le travail, tout avait des racines plus profondes que simplement le traumatisme de la perte de sa mère. Au matin du 4e jour après le départ de Thomas, Sophie se réveilla avec une détermination renouvelée. Pendant le petit déjeuner, elle aborda Madame Beaumont avec une question qu'elle formulait depuis un moment. « Vous saviez, à propos de moi et Thomas, à propos de notre histoire avec cet endroit ?» La dame sourit avec sérénité. « Pas au début. Je ne l'ai réalisé qu'en voyant comment vous vous regardiez lors du premier dîner. Il y a certains types de connexions que le temps n'efface pas, ma chère. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Certains voyages doivent être découverts, non révélés. » Madame Beaumont posa une main ridée sur celle de Sophie. « De plus, je crois que l'univers a son propre timing pour réunir ce qui a été séparé. » Il y avait une sagesse dans ces paroles qui toucha Sophie profondément. Peut-être que tout, l'invitation à la retraite qu'elle avait finalement acceptée après des années de refus, la rencontre avec Thomas, la découverte du carnet et des lettres faisaient partie d'un plan plus grand qu'elle commençait seulement à comprendre. Cet après-midi-là, alors qu'elle écrivait sur la terrasse de son chalet, Sophie vit une voiture familière monter le chemin de terre qui menait au domaine. Son cœur fit un bond en reconnaissant Thomas au volant, plusieurs jours avant son retour prévu. Elle l'observa se garer et sortir du véhicule, parlant brièvement avec Madame Beaumont avant de regarder dans sa direction. Même à distance, elle put voir le sourire qui illumina son visage en l'apercevant. Et à ce moment, comme si un dernier blocage avait été enlevé, Sophie admit enfin à elle-même, elle tombait amoureuse de Thomas Mercier. Ou peut-être plus précisément, redécouvrait un amour qui n'avait jamais vraiment disparu, seulement endormi sous des couches de douleur et d'oubli auto-imposé. Thomas marchait vers elle d'un pas décidé, portant une chemise de documents et un sourire qui semblait illuminer tout le chemin. Sophie ferma son carnet et se leva, sentant une vague d'émotions contradictoires, joie de le revoir, nervosité pour ce que son retour signifiait, et une certitude croissante que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Vous êtes revenu plus tôt, » dit-elle quand il arriva à la terrasse du chalet. « Je n'ai pas pu rester loin, » admit Thomas, ses yeux parcourant son visage comme s'il mémorisait chaque détail. « Les affaires à Paris peuvent attendre. Ceci, » il fit un geste entre eux, « ne peut pas. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Il y avait une urgence dans sa voix, une intensité qui n'était pas présente avant. « Quelque chose s'est produit ?» Thomas hésita, ajustant la chemise qu'il portait. « Pouvons-nous parler dans un endroit plus privé ?» Elle acquiesça, indiquant les chaises sur la terrasse du chalet. Ils s'assirent côte à côte, avec vue sur la vallée qui s'étendait en contrebas. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, absorbant simplement la présence de l'autre après les jours de séparation. « J'ai lu vos lettres. » Sophie rompit le silence, décidant de commencer par un terrain sûr. « Toutes. » Le visage de Thomas s'adoucit. « Et qu'en avez-vous pensé ? » « Que j'ai perdu bien plus que je ne l'imaginais quand j'ai quitté Saint-Malo. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Vous avez traversé tellement de choses, Thomas. La faillite de votre père, la pression pour reconstruire le nom de la famille, le mariage arrangé. Un jeune riche gâté affrontant le monde réel pour la première fois, commenta-t-il avec autodérision. Ce n'était rien d'héroïque. Je ne suis pas d'accord. Beaucoup auraient abandonné, accepté la chute. Vous avez construit quelque chose de nouveau, quelque chose de significatif. » Thomas l'observa un long moment avant de répondre. « Savez-vous pourquoi j'y suis parvenu ? Parce que je portais votre voix avec moi. » Notant sa surprise, il continua. « Toutes ces conversations que nous avions dans la bibliothèque, vos rêves d'écrire des histoires qui changeraient les gens, votre croyance dans le pouvoir des mots, cela est resté avec moi. Dans les moments les plus difficiles, je pensais, que dirait Sophie à ce sujet ? La confession la laissa sans voix. C'était étrange d'imaginer que, tandis qu'elle essayait délibérément d'oublier Saint-Malo et tout ce qui était associé à cet endroit, il avait transformé son souvenir en une force motivante. « Cela me rappelle, » continua-t-il ouvrant la chemise qu'il avait apportée, « j'ai trouvé quelque chose à Paris que je pensais que vous aimeriez voir. » Il lui tendit un ancien magazine littéraire daté d'il y a 6 ans.
Sophie le reconnut immédiatement. C'était une publication respectée dans le milieu culturel, connue pour révéler de nouveaux talents. « Tournez à la page 47 », instruisit Thomas. Intriguée, Sophie obéit. Là, à son grand étonnement, elle trouva une nouvelle intitulée « Le Belvédère », signée S.L., un pseudonyme qu'elle n'avait utilisé qu'une fois, dans un moment d'audace alors qu'elle était encore assistante éditoriale. « Comment avez-vous » Elle leva les yeux, stupéfaite. « J'ai toujours suivi les publications littéraires, espérant un jour trouver votre nom. Quand j'ai vu cette nouvelle, avec ses initiales, à propos d'un lieu si semblable à notre Belvédère, j'ai su que c'était vous. » Sophie sentit son visage brûler. La nouvelle était une histoire d'amour non partagée, légèrement romancée, mais clairement inspirée de ses souvenirs d'adolescence à Saint-Malo. Elle l'avait écrite dans un moment de vulnérabilité, après une relation échouée, et l'avait envoyée au magazine sans grandes attentes. Quand elle fut acceptée, elle éprouva une brève joie qui fut vite éclipsée par la peur de trop s'exposer. Elle n'avait plus jamais essayé de publier sous ce pseudonyme. « Vous êtes une écrivaine incroyable, Sophie », dit doucement Thomas. « Vous devriez partager votre talent avec le monde, pas seulement aider d'autres auteurs à briller. »« C'est compliqué, » répondit-elle, fermant le magazine. « La maison d'édition est devenue ma zone de confort. Écrire exige une vulnérabilité qui m'effraie. Qu'est-ce qui vous effraie plus spécifiquement ?» La question posée avec une curiosité sincère fit réfléchir Sophie. Exposer mes sentiments, être jugée, échouer. Elle hésita avant d'admettre la vérité la plus profonde. Découvrir que je n'ai rien de pertinent à dire. Thomas secoua la tête, en désaccord. Votre nouvelle m'a profondément émue, Sophie. Elle capture parfaitement cette sensation d'un amour qui semble impossible, de mondes qui ne devraient pas se croiser. C'est honnête, vulnérable et profondément humain. Le compliment sincère la toucha plus qu'elle ne s'y attendait. Pendant des années, Sophie s'était cachée derrière son rôle d'éditrice, façonnant les mots des autres tout en étouffant sa propre voix créative. « Merci », murmura-t-elle sincèrement émue. « Cela signifie beaucoup venant de vous. » Un silence confortable s'établit entre eux. Au loin, des nuages d'orage s'approchèrent des montagnes, promettant un après-midi tempétueux. « Il y a autre chose que je dois vous dire », dit finalement Thomas, son ton plus sérieux. « C'est à propos du domaine. » Sophie ressentit une soudaine appréhension. « Qu'en est-il du domaine ?» Thomas respira profondément avant de continuer. « La fondation Mercier est en négociation avancée pour acheter le centre culturel. Madame Beaumont est prête à prendre sa retraite et j'ai offert non seulement de maintenir le projet, mais de l'étendre. » La nouvelle prit Sophie par surprise. « Vous allez acheter le domaine ?»« L'ancienne propriété de ma famille. Si tout se passe comme prévu, oui. » Il l'observa avec attention. « Qu'en pensez-vous » Sophie essaya de traiter l'information. C'était étrange de penser que Thomas serait en possession du lieu qui avait appartenu à sa famille pendant des générations, l'endroit où ils avaient partagé des moments si significatifs. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Les négociations ont commencé avant la retraite, mais ne se sont concrétisées que ces derniers jours, pendant que j'étais à Paris. Il hésita. Et, honnêtement, je ne savais pas comment vous réagiriez. Sophie se leva, ayant besoin de mouvement pour organiser ses pensées. Elle marcha jusqu'à la balustrade de la terrasse, observant le paysage qu'elle avait tant aimé dans sa jeunesse. « Je ne sais pas quoi penser, Thomas. Une partie de moi est heureuse que quelqu'un qui connaît la valeur historique et émotionnelle de cet endroit va le préserver. » Elle se tourna pour lui faire face. « Mais je me sens aussi comme si vous achetiez un morceau de mon histoire sans mon consentement. » Thomas acquiesça compréhensif. « Je comprends, et ce n'a jamais été mon intention de vous faire sentir ainsi. » Il se leva, la rejoignant à la balustrade. « En fait, j'ai une proposition à vous faire. » « Quel genre de proposition ? » La Fondation crée un programme de résidence pour écrivains. Nous cherchons quelqu'un pour diriger le projet, quelqu'un avec une expérience éditoriale et une sensibilité littéraire. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Quelqu'un comme vous, Sophie. » La proposition l'a pris complètement au dépourvu. « Vous m'offrez un emploi ? Je vous offre un partenariat. Un espace pour vous reconnecter avec vos racines, avec votre écriture, tout en aidant d'autres à trouver leur voie. » Il fit une pause. « Vous parliez toujours, quand nous étions jeunes, de créer un lieu où les écrivains pourraient se sentir inspirés et soutenus. Ceci pourrait être ce lieu. » L'idée était tentante, plus que Sophie ne voulait l'admettre. Ces dernières années,
Son travail à la maison d'édition était devenu de plus en plus administratif et moins créatif, l'éloignant encore davantage de la littérature qu'elle aimait. « Je construis une carrière solide à Paris », argumenta-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « J'ai des responsabilités, des engagements. Je sais, et je ne vous demande pas d'abandonner tout immédiatement, juste considérez la possibilité. » Ses yeux s'adoucirent. « Pensez-y comme récupérer une partie de vous qui est restée ici, Sophie. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le ciel s'assombrit soudainement et de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. Ils coururent à l'intérieur du chalet, atteignant le petit salon au moment où l'orage s'intensifiait. Debout là, observant la pluie par la fenêtre, Sophie sentit le poids de la décision qu'elle devrait prendre. Ce n'était pas seulement à propos d'un emploi ou du domaine, c'était à propos de quelle version d'elle-même elle choisirait d'embrasser dorénavant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Thomas acquiesça. « Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. » Il vérifia sa montre. « Je devrais partir avant que la pluie n'empire. Nous avons une réunion avec le groupe de poésie à 17 h. » Alors qu'il se tournait pour partir, Sophie retint impulsivement son bras. « Thomas, attendez. Il y a quelque chose que je dois vous demander. » Il s'arrêta, son expression ouverte et expectative. « Cette proposition a-t-elle quelque chose à voir avec ce qui se passe entre nous ?» Elle devait savoir s'il mélangeait affaires et sentiments personnels, si l'offre était sincère ou simplement une façon de la garder près de lui. La question plana dans l'air, chargée d'implications. Thomas réfléchit soigneusement avant de répondre. « Ce serait malhonnête de dire que je n'ai pas pensé à combien ce serait merveilleux de travailler ensemble, de construire quelque chose de significatif côte à côte. » Il fit une pause. « Mais la proposition est légitime, Sophie. Votre talent, votre expérience, votre vision, c'est exactement ce dont le projet a besoin. S'il n'y avait rien de personnel entre nous, je vous considérerais toujours comme la personne idéale pour cela. » La sincérité dans sa voix la convainquit. Thomas avait toujours été transparent avec elle, même quand ils étaient jeunes. C'était l'une des qualités qu'elle admirait le plus chez lui. « Merci pour votre honnêteté, » dit-elle, relâchant son bras. « Je promets de considérer sérieusement la proposition. » Après le départ de Thomas, Sophie resta près de la fenêtre, observant la pluie transformer le jardin en un paysage impressionniste de verre flou et de fleurs inclinées par le poids de l'eau. Son esprit était aussi orageux que le ciel dehors, rempli de possibilités contradictoires et de peurs non résolues. La proposition de Thomas représentait tout ce qu'elle désirait secrètement. Une reconnexion avec son écriture, un but qui alignait son expérience professionnelle avec sa passion originelle pour la littérature, un retour à ses racines. Mais cela signifiait aussi abandonner la sécurité qu'elle avait si méticuleusement construite à Paris, se risquer dans quelque chose de nouveau et peut-être plus effrayant, s'ouvrir à la relation qui fleurissait entre eux. Alors que l'orage diminuait, se transformant en une pluie fine et constante, Sophie s'assit au bureau et commença à écrire, laissant les mots couler sans censure. Il y a des moments dans la vie où le passé et le futur entrent en collision, créant un présent vertigineux, où tous les choix semblent également possibles et impossibles. Je suis dans ce moment maintenant, équilibré au bord d'une falaise, regardant l'océan de possibilités en dessous. Sauter exige du courage, rester où je suis exige de la résignation. Quel genre d'histoire je veux écrire pour moi-même à partir de maintenant? La question resta sans réponse, tandis que l'après-midi avançait et que les nuages commençaient à se dissiper, révélant des rayons dorés de soleil qui traversaient les gouttes de pluie restantes, transformant le monde en un kaléidoscope de lumière. Le dîner de ce soir-là fut une occasion plus formelle que d'habitude. Madame Beaumont avait annoncé une célébration spéciale pour marquer la fin de la 2e semaine de la retraite. La salle à manger de la maison principale était décorée avec des fleurs du jardin et des bougies qui créaient une atmosphère intime et accueillante. Sophie choisit une robe simple mais élégante, qu'elle avait apportée presque par hasard, une longue en coton bleu pétrole qui mettait en valeur ses yeux. Pendant qu'elle se préparait, elle réalisa qu'elle était nerveuse, pas seulement à la perspective de rencontrer Thomas après leur conversation de l'après-midi, mais aussi pour la décision qui commençait à prendre forme dans son esprit. En entrant dans la salle à manger, ses yeux rencontrèrent immédiatement ceux de Thomas, qui conversait avec Madame Beaumont près de la cheminée allumée. Il s'arrêta au milieu de sa phrase quand il la vit, son regard la parcourant avec une admiration si évidente que Sophie sentit son visage se réchauffer. La soirée s'écoula dans une succession de moments qui semblaient le charger de signification.
Les verres de vin qu'ils trinquèrent, sous la lumière des bougies, les regards échangés à travers la table, les conversations avec d'autres participants de la retraite, qui semblaient maintenant plus proches, presque comme une famille temporaire. Après le dîner, alors que les invités se dispersaient dans la salle pour de petites conversations, Thomas s'approcha d'elle, 2 verres de vin dans les mains. « Aimeriez-vous faire une promenade ?» invita-t-il, lui tendant l'un des verres. La pluie s'est complètement arrêtée et la nuit est magnifique. Sophie accepta tant le vin que l'invitation. Ensemble, ils sortirent dans les jardins du domaine, où l'air humide était imprégné du parfum intensifié des fleurs lavées par la pluie. La lune, presque pleine, émergeait entre des nuages dispersés, baignant le paysage d'une lumière argentée qui rendait tout légèrement magique. Ils marchèrent dans un silence confortable, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit kiosque couvert de vignes fleuries, un coin caché du jardin qui offrait une vue privilégiée sur la vallée, maintenant ponctuée par les lumières de Saint-Malo au loin. « J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition », dit Sophie, brisant le silence alors qu'il s'asseyait sur le banc en bois. « Et ?» La voix de Thomas était calme, mais ses yeux révélaient de l'anxiété. « J'ai quelques conditions », répondit Sophie, se surprenant elle-même par son assertivité. « Premièrement, je veux une autonomie complète sur le programme de résidence. Deuxièmement, je veux maintenir une collaboration avec la maison d'édition à Paris, au moins initialement. Et troisièmement, elle hésita, rassemblant son courage, je veux de la clarté sur nous deux. » Thomas acquiesça lentement, traitant chaque point. Les 2 premières conditions sont parfaitement raisonnables. Quant à la troisième, ses yeux rencontrèrent les siens avec intensité. « Quel genre de clarté cherchez-vous, Sophie ?» C'était le moment de vérité. Le moment d'articuler ce qui grandissait entre eux depuis leur première retrouvaille. « J'ai besoin de savoir si c'est juste de la nostalgie, Thomas, si nous nous accrochons à une version romantisée du passé ou s'il y a quelque chose de réel, quelque chose de présent entre nous. » La question flotta dans l'air nocturne, chargé de vulnérabilité. Thomas prit doucement ses mains entre les siennes. « Ce que je ressens pour vous n'est pas prisonnier du passé, Sophie. Oui, cela a commencé là, comme une graine plantée il y a longtemps. Mais ce qui fleurit maintenant est nouveau. Il s'agit de qui nous sommes aujourd'hui, pas de qui nous étions. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Je tombe amoureux de la femme forte, talentueuse et complexe que vous êtes devenue, pas seulement du souvenir de la jeune fille que j'ai connue. » Ces paroles touchèrent Sophie profondément, faisant écho à ses propres sentiments qu'elle luttait encore pour articuler. La connexion qu'elle ressentait avec Thomas transcendait la nostalgie. C'était quelque chose de vivant et présent, grandissant à chaque conversation, à chaque regard partagé. « J'ai peur, » admit-elle dans un murmure, « de m'ouvrir, de me permettre de ressentir si intensément, de vous blesser, » compléta-t-il doucement. « Moi aussi, Sophie. Après mon divorce, j'ai construit des murs autour de moi. Je me concentrais uniquement sur les affaires, la fondation, des objectifs tangibles. » Il serra légèrement ses mains. « Mais depuis que je vous ai revu, ces murs ont commencé à s'effondrer. Et c'est effrayant et libérateur en même temps. » Assis là, sous le clair de lune, avec le parfum des fleurs les enveloppant et le son distant du ruisseau comme musique de fond, Sophie sentit quelque chose se dénouer en elle, un nœud de peur et d'hésitation qu'elle avait porté depuis si longtemps. Sans mots, elle se pencha en avant. Thomas rencontra ses lèvres à mi-chemin, dans un baiser aussi délicat qu'intense, comme si tous deux craignaient que le moment ne se dissolve comme un rêve à l'aube. Quand ils se séparèrent, Sophie vit dans ses yeux le même étonnement et émerveillement qu'elle ressentait, la surprise de redécouvrir une connexion qui transcendait le temps, qui était restée latente durant toutes ces années de séparation. « J'accepte la proposition, » dit-elle doucement. « Toutes les propositions. » Le sourire de Thomas illumina son visage, atteignant ses yeux et adoucissant les lignes d'expression que le temps avait dessinées. Il était sur le point de dire quelque chose quand son téléphone vibra avec insistance dans la poche de sa chemise. « Excusez-moi », murmura-t-il, visiblement contrarié par l'interruption. En vérifiant l'écran, son expression changea, une ombre d'inquiétude traversant ses traits. « Je dois répondre, c'est important. » Sophie acquiesça, l'observant s'éloigner de quelques pas pour prendre l'appel. Bien qu'elle essayât de ne pas écouter, le ton urgent de la conversation et la tension croissante dans les épaules de Thomas étaient impossibles à ignorer. Quand il revint, son visage avait perdu toute la détente antérieure, remplacé par une expression grave qui fit se serrer l'estomac de Sophie d'appréhension. « Que s'est-il passé ?»
demanda-t-elle, craignant déjà la réponse. Thomas passa sa main dans ses cheveux, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de stress. C'était mon avocat. Il y a des complications avec l'achat du domaine. Il hésita, comme s'il mesurait l'impact de ses prochains mots. Apparemment, il y a un autre intéressé pour la propriété. Quelqu'un qui est prêt à payer beaucoup plus que ce que nous avons offert. Qui? Groupe Lefebvre Immobilier. Il l'observa attentivement. Le conglomérat immobilier de votre père. Le nom tomba comme une pierre dans le silence de la nuit. Groupe Lefebvre Immobilier, l'entreprise de son père, l'empire immobilier que Pierre Lefebvre avait construit au fil des décennies, devenant l'un des plus grands développeurs de resorts de luxe et de résidences fermées de France. Cela n'a pas de sens. Sophie secoua la tête, incrédule. Mon père a vendu le domaine. Il n'a voulu garder aucun lien avec Saint-Malo après que ma mère... Elle ne termina pas la phrase, la douleur encore présente même après tant d'années. Apparemment, il a changé d'avis. Thomas s'assit à nouveau à côté d'elle, son expression grave. Mon avocat a dit que l'offre a été faite ce matin, significativement au-dessus du montant que nous avions convenu avec Madame Beaumont. Sophie essaya de traiter l'information, qui semblait absurde à plusieurs niveaux. Mais mon père n'a jamais mentionné d'intérêt à racheter la propriété. Et il sait que je suis ici. J'ai mentionné la retraite quand nous avons parlé il y a quelques semaines. Un soupçon commença à se former dans son esprit, grandissant à mesure qu'elle connectait les points. À moins qu'il n'ait découvert mon intérêt pour le domaine, compléta Thomas, arrivant à la même conclusion. Et que ce soit une sorte de mouvement calculé. L'idée était troublante, mais pas impossible. Pierre Lefebvre était connu pour ses tactiques agressives dans le monde des affaires, surtout quand il s'agissait de concurrents directs. Et la relation entre les familles Lefebvre et Mercier avait été compliquée dans le passé, le père de Thomas ayant fait des investissements malheureux dans des projets immobiliers de Pierre. « Je dois lui parler », décida Sophie, se levant brusquement. « Ce ne peut pas être une coïncidence. Vous êtes sûr? Il est déjà tard et... Je connais mon père, Thomas. Si nous attendons jusqu'à demain, il aura déjà conclu l'affaire juste pour prouver qu'il le peut. » Dans le chalet, Sophie prit son téléphone et composa le numéro qu'elle utilisait rarement, sauf pour des appels obligatoires lors d'anniversaires et de fêtes. Après 3 sonneries, la voix familière de Pierre Lefebvre répondit, sonnant parfaitement éveillée malgré l'heure. « Sophie. »« Quelle surprise !»« Père, nous devons parler du domaine Sainte-Marguerite. » Un bref silence à l'autre bout de la ligne, suivi d'un rire sec. « Je vois que les nouvelles voyagent vite. Votre ami Mercier vous a déjà parlé de ma proposition ?» La façon dont il accentua « ami » portait un ton de connaissance et de désapprobation qui fit se retourner l'estomac de Sophie. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la manière dont son père semblait toujours avoir une longueur d'avance, manipulant les situations de loin. « Pourquoi maintenant, père? Après toutes ces années, pourquoi soudainement voulez-vous racheter le domaine que vous avez tenu à vendre juste après le départ de maman? » Les affaires, Sophie. Le marché immobilier à Saint-Malo est en plein essor, particulièrement pour les resorts de luxe. Cette propriété a un potentiel incroyable, avec cette vue sur la baie. Resort de luxe? Sophie sentit son sang se glacer. Vous prévoyez de démolir la maison historique? De tout transformer en un autre terrain de jeu pour millionnaires? Ne sois pas dramatique. Nous préserverions la maison principale comme centre du resort, bien sûr. La valeur historique ajoute au marketing. La froideur pratique dans sa voix était presque aussi douloureuse que l'idée elle-même. À propos, je ne savais pas que toi et le fils de François Mercier vous étiez rapprochés. Coïncidence intéressante. Il n'y avait rien de coïncident, et tous deux le savaient. D'une manière ou d'une autre, Pierre Lefebvre avait découvert Thomas et la retraite, probablement à travers son vaste réseau de contacts. La question était, pourquoi? Pourquoi se soucierait-il d'une romance de jeunesse de sa fille après tant d'années? Père, ce domaine signifie beaucoup pour les gens d'ici. Madame Beaumont l'a transformé en un centre culturel qui bénéficie à toute la communauté. Le projet de la Fondation Mercier étendrait ce travail, créerait plus d'opportunités pour les artistes locaux, préserverait toujours l'idéaliste, interrompit Pierre, son ton condescendant. Exactement comme ta mère. Céline avait aussi ses idées romantiques sur l'art et la préservation, sans comprendre le coût réel de maintenir ces lieux en fonctionnement. La mention de sa mère, utilisée comme une arme pour la diminuer, fut la goutte d'eau. Ce n'est pas une décision d'affaires pour vous, c'est personnel.
Cela a quelque chose à voir avec Thomas, avec les Mercier. Que s'est-il passé entre vous que j'ignore? Un silence pesant suivit la question. Quand Pierre parla à nouveau, sa voix avait perdu la légèreté sarcastique, remplacée par une froideur tranchante. Demande à ton ami à propos du projet Baie Bleue de 1994. Demande-lui comment son père a ruiné 3 familles avec ce système. Demande-lui à propos des documents que François Mercier a falsifiés avec la signature de ta mère. De quoi parlez-vous? Céline était trop naïve, elle faisait trop confiance aux gens. François l'a convaincue d'investir dans sa société immobilière sans ma connaissance, utilisant la part du domaine qui était son héritage comme garantie. Quand tout s'est effondré, nous avons failli tout perdre. L'amertume dans sa voix était palpable. Si je n'étais pas intervenu, ce domaine aurait été saisi par la banque il y a des décennies. Sophie sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle n'avait jamais entendu cette histoire auparavant, n'avait jamais su qu'il y avait un quelconque conflit entre son père et les Mercier au-delà des rivalités d'affaires habituelles. Pourquoi ne m'avoir jamais raconté cela? Pourquoi faire? Pour alimenter ta fixation adolescente sur le fils de François. Céline a insisté pour te tenir à l'écart de tout le scandale. Sa voix s'adoucit légèrement. Elle t'aimait trop, voulait protéger ton innocence. Après son départ, eh bien, je n'ai pas vu de raison de ressusciter des histoires douloureuses. La tête de Sophie tournait avec des révélations qui recontextualisaient non seulement son passé, mais aussi le présent qu'elle essayait de construire. Si ce que son père disait était vrai, la famille de Thomas avait indirectement contribué à l'angoisse qui avait consumé sa mère dans ces derniers mois. « Je dois raccrocher », dit-elle finalement, incapable de traiter plus d'informations. « Mais, père, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne transformez pas le domaine en un resort. Il y a d'autres endroits à Saint-Malo, d'autres propriétés qui conviendraient tout aussi bien. Cet endroit a une histoire, une signification. Pour qui? Pour Madame Beaumont, qui est prête à vendre au plus offrant? Pour la communauté locale qui a à peine accès à cette propriété privée? Il fit une pause. Ou pour toi et Thomas Mercier, revivant une romance adolescente au milieu des ruines du passé? Ce n'est pas comme ça. Mais même en protestant, Sophie savait qu'il y avait une douloureuse vérité dans les mots de son père. Une partie de sa connexion avec le domaine était inextricablement liée à Thomas, à des souvenirs qu'elle commençait seulement à récupérer complètement. « Écoute, Sophie, je suis ton père. Je veux juste te protéger. Je n'ai pas besoin de protection, père. J'ai besoin d'honnêteté. Et j'ai besoin que vous respectiez mes choix, même quand vous ne les comprenez pas. » Un soupir fatigué de l'autre côté de la ligne. « Viens à Paris, parlons-en en personne. Il y a plus sur cette histoire que tu dois savoir. Des choses que je ne peux pas dire par téléphone. » L'offre l'a pris par surprise. Pierre Lefebvre recherchait rarement des conversations en face à face, préférant la distance émotionnellement sûre, des appels brefs et des emails concis. « Je serai là après-demain, » décida Sophie. « Mais s'il vous plaît, ne prenez aucune décision concernant le domaine jusqu'à ce que nous parlions. » Après avoir raccroché, Sophie resta immobile pendant de longues minutes, essayant d'absorber tout ce qu'elle venait de découvrir. La porte du chalet s'ouvrit doucement, et Thomas entra, son visage un masque d'inquiétude. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, maintenant une distance respectueuse, comme s'il sentait que quelque chose de fondamental avait changé durant cet appel. Sophie le regarda, le voyant maintenant à travers une nouvelle lentille, pas seulement comme l'homme dont elle tombait amoureuse, mais comme le fils de quelqu'un qui avait possiblement trahi la confiance de sa mère. « Vous saviez ?» La question sortit plus tranchante qu'elle ne l'avait voulu. « À propos du projet Baie Bleue, à propos de l'investissement de ma mère ?» La confusion initiale sur le visage de Thomas céda rapidement la place à une compréhension sombre. « Alors, il vous a parlé de ça ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation résignée. « Vous saviez ?» répéta Sophie, la sensation de trahison grandissant. « Tout ce temps, pendant que nous ravivions ce que nous avions, vous saviez que nos familles avaient ce passif. » Thomas passa sa main dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait maintenant comme un signe de son inconfort. « Je savais pour le projet échoué, oui. J'étais jeune à l'époque, mais je me souviens des conséquences. Mon père perdant sa crédibilité, des investisseurs furieux, notre famille faisant face à des procès. Il fit un pas vers elle. Mais j'ai découvert l'implication spécifique de votre mère des années plus tard, quand nous ne nous voyions plus. Et vous n'avez pas jugé pertinent de le mentionner quand nous nous sommes retrouvés? Quand nous avons commencé, quoi que nous soyons en train de commencer,
Comment aurais-je abordé cela, Sophie? Salut, c'est bon de te revoir après tant d'années. Au fait, mon père a peut-être contribué à la souffrance de ta mère? La frustration dans sa voix était palpable. De plus, la version que je connais est très différente de celle que ton père t'a probablement racontée. Quelle version? Sophie croisa les bras, créant une barrière physique entre eux. Thomas respira profondément, comme s'il organisait des pensées douloureuses. Mon père était visionnaire, mais terrible en finance. Le projet B-Bleu était trop ambitieux, sous-dimensionné en termes de coûts. Quand les investissements initiaux n'ont pas suffi, il a commencé à chercher du capital désespérément. Il fit une pause. Votre mère n'a pas été la seule à investir. Plusieurs personnes m'ont cru au projet, y compris Pierre Lefebvre initialement. Mon père a investi. Il a dit qu'il ne savait même pas de l'implication de ma mère. Au début, il était l'un des principaux soutiens. Il n'a changé d'avis que lorsque le marché immobilier a connu une baisse temporaire. Il a retiré son investissement de façon abrupte, créant un effet domino qui a effrayé d'autres investisseurs. Thomas la regarda directement. Votre père n'a pas été victime, Sophie. Il a été partiellement responsable de l'effondrement qui a nui à tant de personnes, y compris sa propre épouse. La version de Thomas contredisait directement ce que son père lui avait raconté, créant une confusion qui fit Sophie se sentir comme si elle marchait sur des sables mouvants. Qui déformait la vérité? Ou était-il possible que tous deux croyaient sincèrement à leur version, colorée par des loyautés familiales et des perspectives partielles? C'était il y a plus de 20 ans, dit-elle finalement. Pourquoi est-ce si important maintenant? Pourquoi mon père serait-il si déterminé à empêcher votre fondation d'acheter le domaine après tant de temps? Vengeance peut-être? Pierre Lefebvre n'a jamais été connu pour oublier un tort. Thomas soupira. Ou peut-être est-ce à propos de vous et moi. Peut-être n'a-t-il jamais approuvé notre proximité, même quand nous étions jeunes. Quelque chose dans la suggestion toucha un souvenir endormi. Sophie se rappela vaguement des discussions animées entre ses parents durant ce dernier été à Saint-Malo, des voix étouffées derrière des portes fermées, des silences tendus durant les repas. À l'époque, elle avait attribué la tension aux problèmes de santé que sa mère commençait à affronter. Mais maintenant, elle se demandait s'il y avait plus dans cette histoire. « Je dois aller à Paris », décida Sophie. « Parler à mon père en personne, essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. »« Je viens avec vous », offrit Thomas immédiatement. « Non. » La fermeté dans sa voix le surprit. « Je dois faire cela seul, Thomas. Il y a trop de couches ici, trop d'histoires non racontées. Et j'ai besoin de clarté avant de décider quoi que ce soit sur nous, sur la fondation, sur mon avenir. » La douleur dans ses yeux était évidente, mais il acquiesça, respectant sa décision. « Je comprends. Mais Sophie, indépendamment de ce qui s'est passé dans le passé, ce que nous construisons maintenant est à nous. Ne laissez pas d'anciennes rivalités déterminer ce que nous pouvons être ensemble. » Ces paroles résonnèrent en elle, se mêlant à la confusion et au doute qui dominaient maintenant ses pensées. Une partie de Sophie voulait le croire qu'il pouvait transcender le passé compliqué de leur famille. Une autre partie craignait de répéter les erreurs de sa mère, faisant trop confiance, aimant trop, sans voir les dangers devant elle. « Je partirai demain matin, » dit-elle, sa voix plus douce maintenant. « Et je promets de revenir avec des réponses, d'une façon ou d'une autre. » Thomas fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux, mais respectant toujours l'espace émotionnel qu'elle avait établi. « Promettez-moi juste une chose, que vous écouterez toutes les versions de cette histoire avant de prendre une décision. Le passé est rarement aussi simple ou noir et blanc que nous voudrions qu'il soit. » La sagesse dans ces mots la toucha. En tant qu'éditrice, Sophie savait bien que chaque histoire avait de multiples couches, de multiples perspectives, et que la vérité résidait souvent dans les espaces entre différentes narrations. « Je promets », répondit-elle, sentant le poids de cet engagement. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à peine à dorer les montagnes autour du domaine, Sophie mit une petite valise dans le coffre de sa voiture. Elle avait peu dormi, son esprit rempli de fragments de souvenirs et de questions sans réponse. En fermant le coffre, elle aperçut Madame Beaumont s'approchant lentement par le chemin de pierre. « Vous partez si tôt, ma chère ?» La dame demanda avec son habituel sourire gentil, bien que ses yeux révèlent de l'inquiétude. « Affaire familiale à Paris », expliqua vaguement Sophie. « Je reviendrai dans quelques jours pour terminer la retraite. Cela concerne le domaine, n'est-ce pas ?» Madame Beaumont soupira quand Sophie la regarda avec surprise. « Les murs ont des oreilles, surtout dans des endroits petits comme Saint-Malo. J'ai entendu parler de l'offre du groupe Lefebvre.
Je suis désolé que vous ayez été impliqué dans cette situation compliquée. La dame secoua la tête. Ne vous excusez pas, enfant. Ce domaine a toujours été un lieu d'histoires entrelacées, de destins qui se croisent et se séparent. Elle posa une main ridée sur celle de Sophie. Vous savez, quand j'ai acheté cet endroit, beaucoup pensaient que c'était de la folie. Une veuve âgée investissant toutes ses économies dans une propriété abandonnée. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial ici, quelque chose qui devait être préservé. Et vous aviez raison, affirma Sophie. Ce que vous avez fait avec cet endroit est incroyable. J'ai fait ce que je pouvais avec les ressources que j'avais. Madame Beaumont regarda autour d'elle, vers les jardins bien entretenus et la maison principale qui brillait maintenant aux premiers rayons du soleil. Mais je vieillis, Sophie. Je ne peux pas porter ce rêve pour toujours. C'est pourquoi vous vendez. C'est pourquoi je transmets à des mains qui prendront soin de cet endroit avec le même amour. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie avec une intensité surprenante. Quand Thomas m'a approché avec la proposition de la fondation, j'ai senti que c'était le destin. Il a parlé de préservation culturelle, de créer des opportunités pour les artistes locaux, d'honorer l'histoire de cette terre. Mon père a offert plus d'argent, observa Sophie, testant la réaction de la dame. L'argent n'est pas tout, ma chère. Certains lieux ont une âme. Détruire cela pour du profit serait un gaspillage impardonnable. Madame Beaumont serra légèrement sa main. Parlez à votre père. Essayez de lui faire comprendre ce qui importe vraiment. Avec ces paroles résonnant dans son esprit, Sophie commença le voyage de retour à Paris, le chemin sinueux descendant la montagne, offrant des vues spectaculaires qu'elle enregistrait à peine, absorbée dans des pensées sur le passé qu'elle devait maintenant affronter et le futur qui dépendait des vérités qu'elle découvrirait. Le bureau de Pierre Lefebvre occupait les 2 derniers étages d'un gratte-ciel imposant au cœur financier de Paris. À travers les fenêtres du sol au plafond, la ville s'étendait comme un océan de béton et de verre jusqu'à l'horizon brumeux. Sophie observait la vue, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui la consumait depuis qu'elle avait quitté Saint-Malo la veille. « Mademoiselle Lefebvre, votre père va vous recevoir maintenant. » La secrétaire, une femme d'âge moyen à la posture impeccable, la conduisit le long d'un couloir décoré de photographies encadrées des projets les plus prestigieux du groupe Lefebvre, resorts exclusifs, résidences de luxe, complexes commerciaux qui avaient transformé des paysages et créé de petits empires le long du littoral français. Pierre Lefebvre était debout près de la fenêtre de son bureau quand Sophie entra. À 65 ans, il maintenait toujours la posture droite et le regard pénétrant qui intimidait les concurrents et charmait les investisseurs. Ses cheveux, maintenant complètement gris, étaient le seul signe visible du passage du temps. « Ma fille !» Il se tourna, un sourire contrôlé sur les lèvres. « C'est bien que tu sois venue. » Sophie ignora les embrassades formelles ou les banalités, allant droit au but. « Je veux la vérité sur le projet Baie Bleue et sur ce qui s'est passé entre vous, maman et les Mercier. » Pierre indiqua le fauteuil devant son bureau. « Assieds-toi. C'est une histoire longue et compliquée. » Pendant l'heure suivante, Sophie écouta attentivement tandis que son père déroulait un récit qui alternait entre accusations contre François Mercier et admission réticente de ses propres erreurs. L'histoire qui émergeait était plus complexe et nuancée que n'importe quelle version qu'elle avait entendue auparavant. Selon Pierre, le projet Baie Bleue avait commencé comme un partenariat légitime entre lui et François Mercier, un resort exclusif qui serait construit dans une zone proche du domaine Sainte-Marguerite. Au début, tous deux avaient investi des sommes significatives, unis par la vision de transformer cette partie de Saint-Malo en une destination touristique de luxe. Le problème a commencé quand François a voulu étendre le projet au-delà de ce que nous avions initialement convenu, expliqua Pierre, ses doigts tambourinant sur la table en acajou. Il a commencé à acquérir des terrains adjacents, à promettre des équipements qui n'étaient pas au budget. Les coûts ont doublé puis triplé. « Et vous avez retiré votre investissement ?» compléta Sophie. « Pas immédiatement. D'abord, j'ai essayé de le convaincre de revenir au plan initial. Quand j'ai vu que c'était impossible, oui, j'ai décidé de limiter mes pertes. » Un soupir fatigué s'échappa de ses lèvres. Ce que je ne savais pas, c'est que François, désespéré de capital, avait convaincu ta mère d'investir séparément. Comment a-t-il réussi cela? Maman ne comprenait rien aux affaires immobilières. Céline était beaucoup de choses, Sophie, mais naïve n'en faisait pas partie. Pierre se leva, marchant vers une archive encastrée dans le mur. Ta mère était une femme brillante,
avec une vision sociale que je n'ai jamais complètement comprise. Ce que François a offert n'était pas seulement un investissement financier, mais une promesse de créer un centre culturel comme partie du resort. Il revint avec un vieux dossier, le plaçant sur la table. Voici les documents originaux du projet. La partie que ta mère a signée mentionnait spécifiquement la construction d'un espace pour les artistes locaux, des ateliers éducatifs, la préservation environnementale, tout ce qu'elle valorisait le plus. Sophie examina les papiers avec soin, reconnaissant la calligraphie élégante de sa mère sur les signatures. Un nœud se forma dans sa gorge en voyant l'enthousiasme évident dans les notes que Céline avait faites dans les marges. Idées pour des programmes culturels, noms d'artistes locaux qui pourraient être impliqués, croquis pour des jardins éducatifs. Elle y croyait vraiment, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour son père. Oui, elle y croyait. Et François a exploité cette passion. L'amertume dans la voix de Pierre était palpable. Quand le projet a commencé à s'effondrer, il est devenu clair que la partie culturelle serait la première à être éliminée. Céline était dévastée. « C'est pour ça que vous vous disputiez ce dernier été ?» Le souvenir des discussions étouffées revint avec une nouvelle clarté. Pierre acquiesça lentement. Elle me blâmait d'avoir retiré mon soutien, croyait que si j'étais resté, j'aurais pu sauver la vision originale du projet. Ses yeux rencontrèrent les siens, étonnamment vulnérables. Peut-être avait-elle raison. L'admission l'a pris au dépourvu. Pierre Lefebvre reconnaissait rarement des erreurs, surtout celles motivées par des décisions d'affaires. Qu'est-il arrivé à son investissement? J'ai réussi à en récupérer une partie quand j'ai menacé de poursuivre François pour mauvaise foi. Mais le dommage émotionnel était déjà fait. Il fit une pause, comme s'il mesurait ses prochains mots. Céline ne m'a jamais complètement pardonné. Elle voyait ce projet comme une chance de créer un héritage, quelque chose au-delà de l'empire immobilier que nous avions construit ensemble. Et après son départ, vous avez vendu le domaine, conclut Sophie, les pièces s'emboîtant enfin, pour effacer tous les souvenirs. Pour survivre, corrigea Pierre, une rare émotion transparaissant dans sa voix habituellement contrôlée. Cet endroit, chaque coin me rappelait d'elle, du bonheur que nous y avions eu avant que tout ne s'effondre. Un silence pensif plana entre eux, tandis que Sophie absorbait ses révélations. Il y avait de la vérité dans la version de son père, tout comme il y en avait dans celle de Thomas. Comme cela arrive souvent dans la vie réelle, il n'existait pas de vilains ou de héros absolus dans cette histoire, seulement des personnes imparfaites prenant des décisions basées sur des informations limitées et des émotions compliquées. Et maintenant, pourquoi essayer d'acheter le domaine après tant de temps? Pierre ferma le dossier avec soin avant de répondre. Initialement, c'était un mouvement stratégique, quand j'ai appris que la Fondation Mercier était intéressée. Vieilles habitudes. Il haussa les épaules, presque honteux. Mais ensuite, j'ai commencé à penser que je pourrais enfin réaliser le rêve de Céline. En transformant l'endroit en un resort de luxe, Sophie ne put contenir son scepticisme. En le transformant en un resort avec un véritable objectif culturel. Il étendit un autre document sur la table. Des plans préliminaires pour un complexe qui maintenait la maison historique comme centre, ajoutant des structures modernes harmonieusement intégrées au paysage. Regarde, cette aile entière serait dédiée aux expositions d'artistes locaux, ces cabanes seraient des studios pour des résidences artistiques, cet amphithéâtre en plein air pour des présentations culturelles. Sophie examina les plans avec une surprise croissante. Ils étaient étonnamment similaires à la vision que Thomas avait décrite pour la fondation, bien qu'avec une approche plus commerciale. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Honnêtement, parce que je ne pensais pas que tu te souciais tant du domaine. Tu n'as jamais parlé de Saint-Malo toutes ces années, jamais montré d'intérêt à revisiter l'endroit. Parce que vous m'avez appris à aller de l'avant, à ne pas regarder en arrière, répondit Sophie, une révélation la frappant comme un éclair. J'ai si bien appris la leçon que j'ai bloqué des souvenirs entiers, des personnes qui étaient importantes pour moi. Pierre l'observa pensivement. Comme Thomas Mercier. Oui, tu tiens vraiment à lui. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Sophie n'hésita pas. Oui, j'y tiens. Ce que nous avons maintenant n'est pas seulement de la nostalgie ou une tentative de revivre le passé. C'est quelque chose de nouveau, construit sur qui nous sommes devenus, pas seulement sur qui nous étions. À sa surprise, Pierre n'argumenta pas ou n'essaya pas de la dissuader. Au lieu de cela, il demanda simplement « Et que veux-tu, Sophie? Pour le domaine? Pour ton avenir ?» La question l'a pris au dépourvu. «
Rarement son père avait montré un intérêt sincère pour ses désirs personnels, supposant toujours qu'elle suivrait les chemins qu'il considérait les plus sensés. Qu'il demande maintenant, à ce moment crucial, semblait presque une offre de paix. « Je veux honorer l'héritage de maman », répondit-elle finalement. « Je veux que le domaine continue d'être un lieu de création, d'inspiration, accessible non seulement aux privilégiés, mais aussi à la communauté locale. » Elle fit une pause, rassemblant son courage. « Et je veux explorer ce qui naît entre moi et Thomas, sans l'ombre du passé planant sur nous. » Pierre absorba ces paroles en silence, ses yeux fixés sur les plans étalés sur la table. Quand il parla finalement, sa voix portait une acceptation résignée. « Sais-tu pourquoi je n'ai jamais approuvé ton amitié avec Thomas, même avant le fiasco de Baie Bleue ?» Sophie secoua la tête, intriguée. « Parce que je voyais comment tu le regardais, même à 16, 17 ans. Avec la même intensité avec laquelle Céline me regardait quand nous nous sommes rencontrés. » Un sourire triste toucha ses lèvres. « Et j'avais peur que tu souffres comme elle a souffert, quand la réalité ne correspondrait inévitablement pas au rêve. » La révélation la toucha profondément. Derrière la façade de l'homme d'affaires calculateur, il y avait un père qui, à sa manière imparfaite, essayait de protéger sa fille de la douleur qu'il avait lui-même vécue. « Papa », Sophie tendit la main sur la table, touchant légèrement la sienne. « Nous ne pouvons pas vivre en évitant la douleur. Cela signifie aussi éviter la joie, la croissance, les connexions qui donnent un sens à la vie. Parole sage, ta mère serait fière de la femme que tu es devenue. » Pierre serra doucement sa main avant de la lâcher. « Quant au domaine, peut-être y a-t-il une solution qui serve les intérêts de tous. Quel genre de solution? Un partenariat. Le groupe Lefebvre a les ressources et l'expérience en développement durable. La Fondation Mercier a la vision culturelle et éducative. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de vraiment unique qui honorerait à la fois l'héritage de Céline et l'avenir que tu construis. » La proposition l'a surpris autant par sa générosité que par son pragmatisme. C'était typique de son père de trouver une solution qui soit simultanément un geste conciliatoire et une stratégie d'affaires solide. « Vous travailleriez avec les Mercier, après tout ?»« Avec la nouvelle génération des Mercier, » corrigea Pierre. « Thomas n'est pas son père, tout comme tu n'es pas moi. Vous méritez la chance d'écrire votre propre histoire sans porter les erreurs que nous avons commises. » Sophie sentit des larmes inattendues brouiller sa vision. « Merci », dit-elle simplement, sachant que son père comprendrait la profondeur de cette gratitude. Le matin suivant, avec le soleil se levant sur l'horizon des gratte-ciel de Paris, Sophie fit ses valises dans son appartement presque oublié après les semaines à Saint-Malo. Pendant son absence, l'endroit avait acquis un air étrange, presque comme s'il appartenait à une autre personne, une version d'elle qui privilégiait la praticité au-dessus de la passion, la sécurité au-dessus de la croissance. En fermant la porte, elle sentit qu'elle ne retournait pas seulement à Saint-Malo, mais avançait vers une nouvelle version d'elle-même, une qui intégrait l'éditrice compétente avec l'écrivaine passionnée, la fille loyale avec la femme indépendante, le passé avec le présent et les possibilités du futur. Le voyage de retour sembla plus court, le paysage se transformant graduellement du gris urbain au vert luxuriant de la forêt bretonne. À mesure que la voiture serpentait les courbes de la montagne, Sophie ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années, comme si chaque kilomètre la rapprochait non seulement de Saint-Malo, mais d'une réconciliation avec des parties d'elle-même longtemps négligées. Quand elle aperçut enfin les portes du domaine Sainte-Marguerite, le soleil de l'après-midi dorait les murs ocre jaune de la maison principale. Dans le jardin de devant, elle remarqua une silhouette familière qui attendait, Thomas, assis sur un banc sous un pommier centenaire, un livre ouvert sur les genoux qui semblait oublié, tandis qu'il regardait fixement la route. En voyant sa voiture, il se leva d'un mouvement rapide, son visage s'illuminant d'un espoir prudent. Sophie se gara et marcha vers lui, consciente que chaque pas la menait non seulement vers lui, mais vers un choix conscient sur le type de vie qu'elle voulait construire. « Vous êtes revenu ?» dit simplement Thomas quand elle s'arrêta devant lui. « J'avais promis que je reviendrais. » Avec des réponses, Sophie sourit, sentant une sérénité qui contrastait avec la turbulence émotionnelle des derniers jours. Avec quelques réponses, beaucoup de nouvelles questions, et une proposition qui, je pense, va vous intéresser. Assis sur le même banc où il l'avait patiemment attendu, Sophie partagea tout, la conversation avec son père, les révélations sur le projet Baie Bleue.
les plans complémentaires que tous deux avaient développés pour le domaine et la proposition inattendue de partenariat. Thomas écouta attentivement, son visage passant par une gamme d'émotions, surprise, scepticisme, espoir prudent et finalement une acceptation réfléchie. Un partenariat entre Lefebvre et Mercier, réfléchit-il quand elle eut terminé. Nos pères se retournent probablement rien qu'à penser à cette possibilité. Ou peut-être sourit-il, voyant que leurs enfants ont trouvé un moyen de guérir de vieilles blessures. Sophie tendit la main, entrelaçant ses doigts aux siens. Qu'en pensez-vous? La fondation serait-elle ouverte à une telle collaboration? Thomas serra doucement sa main. Nous devrions travailler sur les détails, garantir que la vision culturelle ne soit pas compromise par des intérêts purement commerciaux. Mais un large sourire illumina son visage. Oui, je pense que nous pouvons construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Ensemble, répéta Sophie, savourant la signification de ce mot qui s'étendait maintenant bien au-delà d'un projet immobilier ou culturel. J'aime comme cela sonne. Et nous? La question venait chargée d'une vulnérabilité qui contrastait avec la confiance habituelle de Thomas. Revenons-nous à ce que nous construisions avant que tout cela ne surgisse? Sophie considéra la question soigneusement. Je ne pense pas que nous puissions simplement revenir en arrière. Ce que j'ai découvert à Paris, les conversations avec mon père, tout cela a changé quelque chose en moi. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de mieux encore, quelque chose basé non seulement sur l'attraction ou la nostalgie, mais sur une compréhension plus profonde de qui nous sommes et d'où nous venons. Thomas s'acquiesça, comprenant parfaitement. Un nouveau chapitre, alors. Exactement. Et cette fois, c'est nous qui écrivons l'histoire, pas nos parents ou les circonstances. Comme pour sceller ce nouveau départ, Thomas se pencha en avant, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser qui portait tant de promesses que d'acceptation, des chemins qui les avaient conduits jusqu'ici et de ceux qu'ils suivraient encore ensemble. Dans les semaines qui suivirent, le domaine Sainte-Marguerite devint l'épicentre d'une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Des réunions entre représentants du groupe Lefebvre et de la Fondation Mercier furent tenues dans la bibliothèque où Sophie et Thomas avaient partagé leur amour des livres tant d'années auparavant. Des plans et des projets furent étalés sur la même table, où jadis ils discutaient poésie et rêve. Madame Beaumont, enchantée par la solution qui préserverait l'essence culturelle du lieu, tout en garantissant sa durabilité financière, accepta de rester comme consultante, sa sagesse guidant les décisions sur la façon d'honorer l'histoire de la propriété. Le dernier jour de la retraite littéraire arriva avec une célébration qui symbolisait non seulement la clôture d'un cycle, mais le début de nombreux autres. Au Belvédère, où la vue de la baie de Saint-Malo s'étendait en un spectacle de bleu et de vert, les participants se réunirent pour une soirée littéraire spéciale au coucher du soleil. Sophie, la dernière à présenter sa création, respira profondément, tandis qu'elle se positionnait au centre du petit amphithéâtre naturel. Le vent doux agitait les pages du carnet dans ses mains, non pas l'ancien qu'elle avait trouvé dans le grenier, mais un nouveau rempli pendant les semaines transformatrices de la retraite. C'est le premier chapitre d'un roman que j'ai commencé à écrire ici, inspiré par ce lieu et par les histoires qu'il abrite. Et alors, d'une voix ferme et le cœur ouvert, Sophie partagea l'histoire d'une femme qui, après des années à privilégier sa carrière et à réprimer ses émotions, retourne au décor de sa jeunesse seulement pour redécouvrir des parties oubliées d'elle-même et une connexion qui transcende le temps. Ce texte s'intitule « Retrouvailles », annonça-t-elle, ses yeux rencontrant ceux de Thomas parmi l'audience attentive. Quand elle termina, le silence respectueux fut brisé par des applaudissements enthousiastes. Madame Beaumont, les yeux humides, fut la première à se lever, suivie par les autres participants. Thomas resta assis, un sourire serein sur son visage qui en disait plus que n'importe quel mot n'aurait pu exprimer. Plus tard, seuls au Belvédère après la dispersion du groupe, ils observaient les premières étoiles apparaître dans le ciel nocturne de Saint-Malo. « Alors, vous allez vraiment écrire ce roman ?» demanda Thomas, son bras confortablement autour des épaules de Sophie. « J'ai déjà commencé. Et contrairement à tous les projets que j'ai initiés et abandonnés au fil des ans, celui-ci, je vais le terminer. » Sophie appuya sa tête sur l'épaule de Thomas, se sentant simultanément ancrée et libre. « J'ai accepté la proposition de la Fondation, d'ailleurs. Je coordonnerai le programme de résidence pour écrivains dès qu'il sera opérationnel. Et la maison d'édition à Paris ? Nous maintiendrons un partenariat. »
Ils publieront des œuvres sélectionnées qui émergeront du programme. Elle sourit. Le meilleur des deux mondes. Thomas embrassa doucement sa tempe. En parlant de deux mondes, « J'ai acheté quelque chose pour vous. » De sa poche, il sortit une petite boîte en velours bleu marine. En l'ouvrant, il révéla une délicate bague en argent avec une unique pierre turquoise. Ce n'est pas une demande formelle, pas encore. C'est plutôt une promesse. Que peu importe ce que l'avenir apporte, nous construirons ensemble, un chapitre à la fois. Sophie sentit des larmes d'émotion brouiller sa vision, tandis qu'il glissait la bague à son doigt. « Elle est parfaite », murmura-t-elle, admirant comment la pierre capturait exactement la teinte du ciel de Saint-Malo au crépuscule. « Comme nous », répondit Thomas, scellant la promesse avec un baiser qui contenait tout le passé qu'ils avaient redécouvert et tout l'avenir qu'ils commençaient à écrire ensemble. Las au belvédère où tant d'histoires avaient commencé et s'étaient terminées au fil des ans, Sophie sentit qu'elle avait enfin trouvé le foyer qu'elle avait toujours cherché, pas seulement dans le domaine qui avait appartenu à sa famille ou dans les bras de l'homme qu'elle aimait, mais en elle-même dans les pages de sa propre histoire qu'elle avait maintenant le courage d'écrire. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux d'un nouveau commencement au domaine Sainte-Marguerite, Sophie sut, avec une certitude qui venait non seulement du cœur mais de l'âme, que certaines histoires sont éternisées, non pas dans les murs de vieilles maisons ou dans des lettres jaunies par le temps, mais dans le courage de redécouvrir l'amour, sous toutes ses formes, même quand le chemin pour y parvenir exige que nous affrontions les ombres les plus denses de notre propre passé.